La route est longue parfois dans la vie pour arriver au bon endroit. Nous avons le plaisir d'accueillir un rabbin, le Rav Mordechai Shriki, qui va nous raconter son histoire d'Alia, un parcours semé d'allées et de retours pour arriver à sa juste place à Jérusalem. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Rav Mordechai Shriki, bonjour, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Voilà. Merci. Alors, vous avez grandi au Maroc, à Casablanca. Voilà. Oui. Et vous avez fait votre Alia juste après, presque après votre bac. Exact. Mais vous avez aussi beaucoup voyagé. Oui. Beaucoup d'allers-retours avant de se fixer. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai beaucoup voyagé, oui. J'ai traversé plusieurs étapes, effectivement. D'abord Aix-les-Bains pour le bac, ensuite. Alors c'est ça qui est déjà le grand voyage entre le Maroc où vous avez grandi, que vous avez quitté Casablanca pour Aix-les-Bains, un petit village de France. Oui, comme beaucoup de mes confrères, comme beaucoup d'amis qui ont quitté donc très tôt le Maroc. Une partie donc est restée pour passer son bac et une partie donc partait pour les études. Pour les études en France. C'était l'usage. Oui, on peut dire. On peut dire ça comme ça. Donc vous débarquez dans cette yeshiva orthodoxe. À Aix-les-Bains, oui. Bon, à l'époque, on ne faisait pas beaucoup de distinctions. C'était religieux ou pas religieux. Ouais. Donc, on ne connaissait pas ces subtilités quand en Israël, d'orthodoxe et de religieux plus, etc., ou nationalistes. Et moi, nationaliste, c'était tout simplement religieux. Alors, une fois que vous avez obtenu votre bac, vous aimiez beaucoup la physique, mais vous aimiez aussi beaucoup la Torah. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai tourné une année. Je ne savais pas si je devais aller vers l'étude de la Torah, entrer dans une yeshiva en Israël, bien entendu. Parce que c'est là-bas où je voyais donc mon avenir depuis que j'ai quitté Aix-les-Bains. Ou non, continuer mes études en France, ou faire des études, pas continuer, mais commencer des études en physique. Et donc, j'ai trouvé quelque chose au milieu, donc, j'ai rencontré un agent de l'Alia à Casablanca à l'époque, et qui m'a conseillé donc d'aller au Technion de Haïfa. C'est ce que vous avez fait. Et voilà, j'arrive à Haïfa, et là, c'était la rencontre avec un monde que je ne connaissais pas. Du tout. Alors, à quel niveau? Le niveau Israël, tout simplement, ou les gens? Non, la mentalité, tout simplement. La mentalité israélienne. Et de rencontrer mon peuple, parce que je ne connaissais pas mon peuple. Étant en France, on est en contact, bien entendu, avec la culture juive, avec la religion, avec la Torah, mais pas avec le peuple. Et là, c'est la véritable rencontre. C'est le choc, c'est une claque, c'est quoi? Une claque, oui. parce qu'il y avait toutes sortes de modèles, toutes sortes de facettes dans ce peuple que je ne connaissais pas. Les gens n'étaient pas forcément religieux, mais ils étaient quand même très spirituels parfois. Bien sûr, oui, et même très intéressants. Ouais, et ça, c'était un choc qui pour apportent beaucoup à leur peuple et à leur terre. Est-ce que c'est ce choc-là qui a déterminé un peu toute votre quête existentielle tout au long de votre vie? Exactement, oui. On peut dire ainsi, ce premier choc à Haïfa, d'ailleurs, on l'appelait Ira Adoma à l'époque, n'est-ce pas, la ville rouge. La ville rouge, mais oui, communiste. Oui, cette rencontre entre que la Torah ou la religion, il ne faut pas seulement la vivre à la maison, mais aussi dans la terre, et la vivre avec un peuple, et la vivre d'une manière vivante, tout simplement. Et aussi d'accepter d'autres facettes du peuple qui, comme les différentes parties d'un corps, de notre corps, qui sont différents, et quand les organes ont des rôles différents, et pourtant ils sont ensemble et ils œuvrent pour la vie, pour donner la vie à l'être. Ok, alors on ne l'a pas dit, mais vous êtes rabbin, certes, mais vous êtes aussi docteur en sciences des religions, donc vous avez abandonné la physique pour vous consacrer à des choses qui vous animent vraiment très profondément. Oui, je ne suis pas resté trop longtemps à Haïfa parce que c'était difficile pour moi, il faut le reconnaître, mais c'est le Rav Zini, je le remercie d'ailleurs en public, le Rav Eliyahu Zini qui m'a donné donc ce conseil d'aller voir au Machon Lev, voilà, à Jérusalem. Alors, c'était difficile pour vous parce que les étudiants qui vous entouraient, vous habitiez au Machon Studentim, n'étaient pas pratiquants? Oui, parce que c'était Machon Studentim, donc c'est pour des étudiants qui viennent de partout, de Russie, à l'époque. Bien sûr. De partout, du Brésil. Et
était tous ensemble, c'était difficile pour moi, donc surtout le Shabbat, c'était de vivre le Shabbat dans ce centre. Où personne ne respectait Shabbat. Je parle du dortoir. Hein. Ouais, j'ai compris. Personne ne respectait Shabbat, c'était compliqué. Pas personne, non. Quelques-uns. Quelques-uns. Et on m'invitait d'ailleurs pour faire le kiddush le vendredi soir, attention. J'étais le rabbin à l'occasion. Donc vous découvrez le Machon Lev et Jérusalem, et là c'est le coup de foudre. Voilà. Surtout de Jérusalem, pas du Machon Lev. Oui, bien sûr. Même si j'aime le Machon Lev, je l'aime toujours. J'ai d'ailleurs encore des amis et des professeurs qui m'ont beaucoup aidé. Mais c'est surtout Jérusalem, la ville de Jérusalem et ses centres, c'est toute cette chokhma vivante, cette science vivante. La possibilité que vous aviez d'étudier tous les soirs ce que vous aviez envie. Exactement. Ça, c'était génial. Il y a une densité exceptionnelle de substance dans chaque centimètre à Jérusalem. Alors, pourtant, vous étiez érudit, vous aviez déjà étudié en yeshiva, mais là, vous avez découvert une autre Torah, en fait. Voilà. J'ai découvert une autre Torah, une Torah d'abord vivante, et surtout ce qu'on appelle la pnimiout, l'intériorité de la Torah. On n'est plus dans l'extériorité, c'est-à-dire dans la façade de la Torah, à l'extérieur du palais, comme dit Maïmonide, mais on est à l'intérieur du palais. Donc c'est une Torah qui s'exprime à l'intérieur. Ce n'est plus de l'imitation. Jusqu'à présent, donc pour moi, donc je me voyais comme ma religion, mes actes étaient j'imitais quelque chose, on me dit de faire, mais cette sagesse qui nous permet donc de saisir l'acte et d'aller plus loin. Je l'ai trouvé ici. J'ai trouvé ici avec des maîtres et notamment des maîtres de la Kabbale. Exactement. Et c'est ça qui m'intéressait le plus. Mais pourtant, il fallait rester quand même, comme on le disait, dans le Talmud et dans la Lacha. Oui, et ce que j'ai fait aussi. Vous étiez jeune, donc en général, on dit qu'on n'étudie pas j'avais 20 ans. la Kabbale avant 40 ans. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas vrai, mais bon, pour les Ashkénazes, ils ont cette restriction, mais pas pour nous. Pas pour nous. C'est pas... D'accord, donc ça vous a beaucoup intéressé. Donc vous avez poursuivi vos études au Machon Lev et ces cours du soir, on va dire, dans ces centres d'études. Voilà. Comment j'ai décidé que ma voie, elle est dans l'étude, dans la connaissance de la Torah, d'approfondir la connaissance, mais de ne pas s'arrêter à la Torah, tout simplement. Et il y avait des blocages, parce que je voyais que les différents groupes d'études étaient quand même fermés. C'était la seule chose il y avait des étiquettes, on étiquetait tout le monde. Et donc, je ne suis pas parti à cause de cela, non, mais c'est peut-être une raison. Et j'ai quitté Israël pour quelque temps pour aller voir mes parents, et je me suis arrêté en France et j'ai commencé des études. C'est ça qui est intéressant, parce que vous étiez étudiant, donc je ne sais pas dans quelle matière au Machon Lev, mais en tout cas des matières scientifiques, physique, voilà. Et puis vous faites un stop en France, et là vous décidez d'étudier des sciences humaines. Les sciences humaines et même la métaphysique. Et j'ai rencontré des cours sur René Guénon, et donc sur la métaphysique, et j'ai vu qu'il y a donc des parallèles entre notre Kabbalah, notre Torah, donc la plus profonde, et aussi les traditions hindoues, ou même donc d'autres traditions comme soufis, etc. Que vous avez étudié aussi. Exactement. Vous aviez soif de découvrir le monde, à travers les différentes sagesses. Spiritualité, oui, du monde. Et c'est comme ça que j'ai appris donc l'histoire, après l'histoire des religions, mais d'abord l'histoire générale. Ouais, c'était indispensable pour vous. Alors vous avez aussi étudié avec le rabbin Emmanuel Chouchna, qui était important pour vous. Exactement. Donc c'est une rencontre. Un jour, je le rencontre. Donc c'était dans un kollel. C'était la rue Civial à Belleville, et il me dit: mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Venez étudier pour devenir rabbin, vous devez être rabbin, on a besoin des gens comme vous. Et j'ai dit: mais j'ai pas le temps de passer 5 ans, j'étais tout le temps pressé, donc c'est mon défaut. Et 5 ans, j'ai pas pu rester longtemps non plus, ni au Ternion, ni au Machon Lev. Mais là, je suis resté avec lui. Donc, il me dit: non, il y aura donc un circuit court pour vous. Et c'est comme ça que j'ai passé la smira avec lui. De rabbin. Et j'étais donc dans le 15e, à la rue Fondary, pendant quelques années. Vous vous occupiez de la jeunesse? Voilà. Et au Centre Hachi aussi. Je partageais au Centre Hachi. Et j'étais aussi au collège et j'étudiais. Mais je continuais mes recherches tout seul dans la Kabbalah. Alors, est-ce que vous pensiez à revenir en Israël à cette époque-là? Alors oui, bien sûr. Donc je suis venu en Israël pour acheter des livres, surtout.
de Kabbalah que je ne trouvais pas. C'était uniquement pour cela. Je suis venu pour acheter des livres. Et là, je rencontre une personne qui m'a fait rencontrer ma femme. Ah. Elle habitait en Israël, mais ses parents habitaient en France. Et c'est comme ça donc que je suis arrivé donc en France, une famille chère qui habite à Jérusalem depuis quelques années, donc qui habitait en Israël. Et on s'est mariés en France. Vous êtes mariés en France, mais vous aviez le projet de repartir en Israël. Exactement. On est resté quelques années. J'ai publié un livre sur la révélation, donc de la dernière révélation de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'un texte du Zohar énigmatique. C'était mon premier livre en 1984. Et j'ai continué mes recherches et à un moment donné, donc, j'ai décidé c'était terminé. Surtout une rencontre avec le Rav Nissim Peretz, qui était donc un maître dans la Kabbalah, qui vous a initié au Ramchal. J'ai été initié un petit peu avant, mais c'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde profond de la Kabbalah. Et j'ai donc contact permanent avec lui, et il me dit donc il faut quitter, ma femme aussi, donc elle me poussait tout le temps pour aller en Israël. Il faut quitter la France, il faut s'installer en Israël. Et ça se passe en 84, fin 84. Donc vous revenez. On revient en Israël marié avec un enfant. Ok, donc vous aviez passé à peu près tout ça, 3 ans environ en France. Voilà. Ouais. Alors on revient, c'est encore un autre choc, parce que là c'est ni Haïfa ni Jérusalem, c'est Kiryat Arba. Oui, c'est juste une petite période, parce que c'était le Merkaz Klita qui nous a offert uniquement, parce qu'on n'avait pas plus que 3 enfants. Celui qui avait 3 enfants avait droit à Mevaseret Zion à l'époque. Mais moins de 3 enfants, c'était Kiryat Arba. Voilà, c'est beau, c'est une bonne expérience. Ouais. Là, vous étiez avec, comme vous aimez, des gens différents. Bien sûr. En plus, j'ai rencontré donc un rabbin qui m'a dit qu'il fallait compléter donc mes études au niveau rabbinat, n'est-ce pas? Je continuais à écrire tout le temps, mais il vous a dit, il faut compléter la formation. Voilà. Et c'était à Elon Moré. Donc j'arrive à Elon Moré, ma femme habitait à Kiryat Arba et je voyageais de dimanche à jeudi. Pour aller compléter votre formation de rabbin. Toutes les semaines. Et j'arrivais une fois par semaine, le Shabbat, à Kiryat Arba. C'est dur ces sacrifices quand on fait l'aliyah, c'est pas évident? C'est pas facile, mais quand on aime Israël, alors on compte pas. On compte pas. Et quand on se pose pas de questions. Oui, il faut voir une femme aussi qui vous suit. C'est ça, évidemment. Il paraît que c'est indispensable. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Bon, alors vous complétez votre formation et puis on vous présente le Rav Mordechai Eliaou. Eliaou, voilà. Et cette rencontre du Rav Mordechai Eliaou qui me dit donc, voilà, tu passes tes examens maintenant et le Rav Léonon m'a parlé de toi et on te propose maintenant d'aller au Canada. Décidément, vous aimez les voyages. J'ai accepté parce que c'était une expérience pour être directeur d'une école, alors que j'enseignais, mais j'ai jamais été directeur. Alors, j'ai fait une formation courte. Pourquoi vous avez accepté? Parce que c'est le Rav Mordechai Eliaou qui vous a demandé? Oui. Pas tellement pour la fonction? Non, même si c'était bien payé, mais... C'était pas la motivation? Non, parce que c'est quand même loin, le Canada. Et puis il fait froid. Aussi. Mais c'était une belle expérience. Et d'ailleurs... Souvent, il y avait un certain Abner Bar-Hama de la Sornout, de l'agent juif, qui me disait « Dis-moi, tu ne m'as payé par l'agent juif ?» Parce que dans tous mes cours et dans toutes mes conférences, j'apportais Israël. Donc Israël était présent dans tout mon enseignement. Et même si j'habitais presque 6 années au Canada. C'est long. Très long. Alors je dis souvent, comme il est écrit dans la Torah, chez Shanim Yavod, 6 ans tu travailles, 6 ans tu seras esclave et tu travailleras, et la 7e année tu seras à la liberté. Donc j'ai pris ma liberté, donc c'était en 91, mais j'ai créé l'Institut Ramchal à Montréal. Alors, vous avez créé cet institut que vous avez ramené dans vos valises à Jérusalem, à Arnof, un centre qui fonctionne toujours, depuis 91, pour lequel vous avez des tas de projets. C'était difficile, c'était agréable de rentrer, de poser enfin ses valises en Israël? Le premier plongeon est difficile seulement. Après, c'était bien. Après, c'est fini. On s'habitue à la température. Mais le premier plongeon est difficile. C'est oser
oser sauter. Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui parfois se disent... Il y a plein de rabbins aussi qui nous écoutent. Il faut avoir la foi, il faut être confiant. Il faut avoir la confiance qu'on est dans un projet. L'Aliyah, c'est le projet, le véritable projet de Dieu maintenant dans l'histoire. Parce que je peux dire, c'est la dernière étape avant la découverte, avant la conscience de l'unité, la conscience de la suprématie, donc de cette conscience. Parce que le plus grand miracle qui s'est passé dans notre histoire, de l'histoire du monde universel, c'est après 2000 ans, un peuple se réveille des cendres, de la poussière, et crée une nation. Un État. Et crée un État. Et donc, c'est le plus grand miracle. C'est les prophéties qui sont réalisées. Et celui qui ne voit pas cette vérité, cette prophétie qui se réalise, alors il est aveugle. Et s'il n'est pas aveugle, alors c'est un fou. Alors, justement, tous ces rabbins qui nous écoutent peut-être et qui se disent je voudrais monter en Israël, mais je n'aurai pas de Parnassa, je ne pourrai pas monter, qu'est-ce que je vais faire? On ne m'attend pas. Il est vrai que ceux qui mettent le focus dans la Parnassa, ils ne monteront pas en Israël qu'après des coups de pied, mais je ne pense pas que le focus doit être la Parnassa. C'est vrai, quand on a une famille, on a une responsabilité et un engagement. Et, il y a des solutions ici, non? Il y a beaucoup de travail à faire, à tous les niveaux. Il y a plus d'ouverture ici que dans n'importe quelle partie du monde. Et surtout ceux qui sont dans la Torah et dans l'enseignement et dans le rabbinat aussi bien dans l'enseignement. Mais quel beau message, vous devriez venir à nos micros plus souvent. C'est la vérité. Je pense que... vous savez, je voyage en France encore, je voyage au Canada aussi, et je vois tout est mort, tout est pâle, tout est... Ici, vous entrez dans n'importe quel centre le plus simple. Il y a de la vie, ça bouge. Voilà, ça bouge. Et il est vrai qu'on traverse des épreuves, mais on est immunisé, on est bien chargé. Il faut venir avec cette foi qu'on fait partie d'un événement historique. D'un événement plus grand que nous, qui nous dépasse. Voilà. Alors, est-ce que si jamais, je pose souvent cette question, eh bien, des rabbins, des religieux, des gens qui hésitent, qui ont un peu peur, qui ne savent pas, est-ce qu'on peut vous contacter pour parler avec vous, pour voir les choses un peu autrement ? Bien sûr. Exactement, c'est le mot, c'est autrement. Parce que souvent, les gens ont un focus de la famille et la parnassa et le médical ou je ne sais pas, etc. Il est vrai que chez tous les hommes, ils ont un petit cercle ou peut-être un cercle mais très trop étroit pour s'exprimer et pour grandir. Ceux qui veulent grandir et qui ont le souci de l'avenir de leurs enfants. Alors, ça se passe ici. Bon, eh ben c'est sur cette très belle parole qu'on va terminer votre parcours d'Aliyah qui a apparemment réussi, on va dire ça comme ça. Baruch Hashem. Merci beaucoup, Rav Mordechai Shriki. À très bientôt. Très bien. Au revoir. On le garde. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.